Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview sur Boursorama, c'est Nicolas Bay. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là avec nous, secrétaire général du Front National. On commence par l'actualité économique, même si l'actualité politique est excessivement chargée, notamment avec le fait que François Bayrou quitte le gouvernement. Déjà un mot juste sur le déficit. Vous avez vu hier, Édouard Philippe, Premier ministre, a insisté sur ce risque de dérapage des finances publiques budgétaires cette année. Faut-il, selon vous, laisser filer le déficit public au-delà de la barre des 3%, promesse de campagne d'Emmanuel Macron et engagement européen qu'on est censé tenir, ou est-ce qu'il faut prendre des mesures correctrices pour rester dans les clous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut arrêter de raisonner uniquement d'abord en fonction de ce que nous impose l'Union européenne. Je ne dis pas qu'il faut laisser filer les déficits, je pense qu'il faut s'attaquer au vrai gisement d'économie dans notre pays et puis faire en sorte que notre économie soit davantage protégée. Bien sûr, mais à court terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Si ça terme, dérape, on laisse déraper, on prend des mesures fiscales. Il ne faut évidemment pas laisser déraper. Pourquoi? Parce que sinon, c'est les Français qui vont trinquer. C'est les Français qui vont payer plus d'impôts, c'est le pays qui va être encore plus endetté. On est déjà à 2250 milliards d'euros de dette publique. Il faut arrêter avec cette espèce de fuite en avant. Mais ce qu'il faut, c'est s'attaquer au vrai gisement d'économie dans notre pays. Donc on n'augmente pas les impôts? Pour le coup, à court terme, en mesure correctrice, on réduit la dépense? Non, il faut baisser, au contraire, il faut baisser les impôts, il faut libérer l'initiative économique, permettre aux entreprises de créer des emplois et d'être compétitives. Il faut protéger l'économie française, ça c'est indispensable. Le patriotisme économique, lutter contre la concurrence déloyale. Aujourd'hui, dans le carcan de l'Union européenne, c'est interdit. Et puis, il faut faire des économies. C'est-à-dire faire des économies sur une politique d'immigration qui nous coûte des dizaines de milliards d'euros par an, faire des économies sur la fraude fiscale qui représente environ 50 milliards d'euros par an, la fraude sociale qui représente 20 milliards d'euros par an et qui est en partie liée à l'immigration. Beaucoup de choses sont faites par les différents gouvernements pour récupérer des sous. Sur la fraude sociale et fiscale, il y a des choses qui sont faites. Pas grand-chose. Le résultat, c'est qu'on a encore des dizaines de milliards d'euros qui sont, totalement perdus. Et puis, je crois qu'il faut aussi en finir avec les gaspillages qui sont nombreux. Parce qu'en fait, il y a un vrai problème en France, c'est qu'on explique toujours aux Français, notamment aux classes populaires, aux classes moyennes, qu'il faut payer toujours plus pour avoir en contrepartie toujours moins de services publics, toujours un État qui se désengage de tout. Mais il faut peut-être en finir avec les gaspillages qui sont immenses. Prenez par exemple la politique de la ville. On a versé plus de 100 milliards d'euros par an sur les 25 ou 30 dernières années. Pour quel résultat? Pour un résultat qui est totalement nul, totalement inefficace, qui consiste finalement à dilapider l'argent public pour soutenir des structures inefficaces. Il faut que l'argent public soit utilisé au service de l'intérêt général. C'est d'autant plus vrai quand il est rare, cet argent public. Et puis il faut faire en sorte que l'économie française soit protégée et qu'on laisse respirer notre économie, c'est-à-dire qu'on ait une fiscalité plus juste sur les entreprises et qu'on améliore le pouvoir d'achat des Français. Et l'un des moyens d'améliorer le pouvoir d'achat des Français, c'est évidemment aussi de baisser la pression fiscale sur les ménages. Alors justement, puisque vous parlez de la pression fiscale et de la fiscalité sur les Français, ce sondage Odoxa pour les Échos qui vient de sortir, qui montre que 7 Français sur 10, 70% considèrent que la réforme de la CSG, cette hausse donc, de la CSG compensée par une baisse des cotisations salariales, eh bien, ils sont plutôt contre, ils ne comprennent pas, ils sont contre. Est-ce que vous en faites partie? Parce qu'il y a comme des gagnants malgré tout, pour les salariés c'est gagnant, pour les retraités c'est perdant. Vous faites partie des 70% des Français qui sont contre? Moi je suis totalement opposé parce qu'on voit bien il y a environ 60% des retraités qui vont payer plus de CSG. Et 60. Et je pense qu'il n'y aura pas du tout de baisse significative des charges sur les entreprises, d'autant plus que quand Emmanuel Macron nous explique qu'il faut maintenir nos engagements européens, il dit ça pudiquement, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va maintenir le cap qui est imposé par Bruxelles, et le cap imposé par Bruxelles, c'est l'austérité. Et l'austérité, ça consiste à diminuer les prestations publiques d'une manière générale, les services publics, et à augmenter la fiscalité. La France a eu droit à 2 délais, de plus en 2015, puis en 2013, pour repasser sous la barre de 3%. La Commission a fait preuve d'indulgence pour la France. Oui, mais le vrai problème, c'est que la Commission européenne, elle n'a pas de légitimité. Le vrai problème, c'est que... Oui, mais si, c'est important, parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui décide, en effet, vous avez raison de le souligner, c'est elle qui impose les politiques auxquelles se soumettent docilement les présidents successifs. Ce sont les préconisations qui sont faites. On a eu Carlos Moscovici sur ce plateau. C'est même un peu plus que ça, c'est assez contraignant. Bon, il faut en finir avec ça, il faut qu'on défende nos intérêts. Et les intérêts économiques de la France, ils ne doivent pas être décidés à Bruxelles, ils doivent être décidés par le peuple français. Sur la CSG, Nicolas Bay, il ne faut pas augmenter la CSG, notamment pour les retraités, ou est-ce qu'il faut augmenter le niveau de pension à partir de laquelle la
la CSG augmente? Mais je crois qu'il faut d'une manière générale, la CSG est un impôt quasiment. Peut-être combien la CSG? Il faut en finir. Pour les retraités Là, vous me posez une colle. Ah bah ouais. J'ai pas le chiffre. 6,6% voilà, pour les retraités. J'aurais dit 7%, oui, j'étais pas loin. Mais ce qui est important de manière générale, c'est d'abaisser toute cette pression fiscale qui aujourd'hui paralyse l'économie française, freine la consommation parce que évidemment c'est le pouvoir d'achat, là encore, notamment des classes populaires, des classes moyennes, qui est directement bridé. Et puis c'est évidemment nos entreprises qui aujourd'hui ont à la fois un peu tous les défauts du socialisme cumulé à tous les défauts de l'ultralibéralisme. On a les défauts du socialisme parce qu'on a un État omnipotent, tentaculaire, qui exerce une pression fiscale qui est confiscatoire et en même temps un État qui n'assume plus aucune de ses fonctions fondamentales. Il n'est pas aménageur du territoire, il ne protège pas l'économie française contre la concurrence déloyale, au contraire il organise la concurrence déloyale. On voit d'ailleurs que Emmanuel Macron a soutenu le traité CETA, qui est le traité de libre-échange avec le Canada, qui va évidemment porter des coups très durs à notre agriculture française, par exemple, parce que les normes fiscales, sociales, environnementales, etc., ne sont pas du tout les mêmes au Canada et en France. Et puis un État qui n'organise pas le patriotisme économique, qui est aussi un des moyens de soutenir l'économie française, c'est à faire en sorte que les entreprises françaises soient payées dans la commande publique. Voilà. Tout ça aujourd'hui, dans le cadre des traités européens actuels, est interdit, donc il faut aller renégocier ces traités européens. C'est ce qu'on a défendu avec Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle. Quand Emmanuel Macron dit « je me soumettrai en gros aux exigences de Bruxelles », ça veut dire qu'il ne fera rien de tout ça. Et donc si on ne fait rien de tout ça, on ne protégera pas l'économie française et elle sera toujours en situation de souffrance comme c'est le cas aujourd'hui. Pour les 60% de retraités qui verront la CSG augmenter de combien? 1,7 points, c'est un programme de Macron, c'est pas le vôtre. Il y a quand même une compensation, il y a quand même la taxe d'habitation qui a baissé pour eux. Il faut quand même voir en contrepartie, il y a des choses qui ont été données. Oui, écoutez, on va voir. Moi, j'attends de voir surtout la réalité et le calendrier de toutes ces réformes fiscales, parce que je suis extrêmement méfiant en général quand on a un gouvernement qui annonce d'un côté une baisse, de l'autre côté une hausse. En général, la hausse c'est tout de suite, et puis la baisse elle est hypothétique et elle est pour plusieurs années après. Donc, attendons de voir ce que va effectivement faire le gouvernement, mais moi, je suis d'une manière générale très inquiet parce que si on ne change pas radicalement le cadre, si on ne permet pas à nouveau d'avoir une économie qui est protégée, et si on reste dans la logique en gros du mondialisme ultralibéral, de l'ouverture totale des frontières, avec de surcroît un État qui continue de brider l'économie française, eh bien évidemment il y a beaucoup à craindre pour l'emploi et la croissance. Nicolas, vous parliez du gouvernement, on l'a appris aujourd'hui, François Bayrou quitte le gouvernement, décision qu'il a prise de son propre chef, puisqu'il avait toujours la confiance du Premier ministre. Il fait preuve, le ministre de la Justice, d'éthique, puisque rien ne l'obligeait à partir. Oui, je ne suis d'ailleurs pas sûr que cette démission de François Bayrou et des autres ministres MoDem soit liée aux soupçons qui pèsent sur eux en matière sur l'affaire des assistants parlementaires. Moi, je crois qu'il y a une rupture politique en réalité. Emmanuel Macron n'a plus besoin d'eux. Il y a déjà eu un certain nombre de différends qui ont été exposés publiquement, un différend avec le Premier ministre sur l'intervention de François Bayrou auprès d'un journaliste, un différend sur les investitures de la République En Marche. Bon, on voit bien qu'il y a un différend politique et finalement aujourd'hui Emmanuel Macron est en train de se séparer du MoDem. Parce qu'il n'en a plus besoin, parce qu'il a une majorité absolue avec ses députés République En Marche. Je pense que c'est une démarche un peu d'arrogance finalement de celui qui a une majorité large et donc il n'y a pas besoin d'un de ses alliés d'il y a seulement quelques semaines. Donc c'est pas une crise gouvernementale selon vous, c'est juste voilà aujourd'hui... Ça révèle quand même une espèce de cafouillage total à la tête de l'État parce qu'on nous avait promis la République irréprochable et on a M. Ferrand qui sont obligés d'exfiltrer laborieusement du gouvernement en lui donnant la présidence d'un groupe à l'Assemblée nationale. On a un gouvernement qui s'engageait à une cohérence politique, on voit qu'il n'y a pas de cohérence politique et que des ministres très importants, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, quittent le gouvernement. Donc voilà, ça donne le sentiment d'un très grand flottement et c'est pas très bon signe pour la suite. Et puis c'est un signe aussi politiquement de rétrécissement, de repli pour Emmanuel Macron. Et c'est un aveu d'échec effectivement de cette alliance conclue entre François Bayrou et Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Oui, alors après, les mondialistes continuent d'être rassemblés autour d'Emmanuel Macron quand même, parce qu'on voit bien que les Républicains, pour beaucoup, sont déjà ralliés à lui ou sont en train de s'allier, de se rapprocher. Donc ça montre que ce que nous disons depuis des années est vrai. Le vrai clivage, il oppose plus la droite et la gauche, mais ceux qui sont dans la logique de mondialiste, c'est-à-dire la dislocation de la nation, et puis ceux qui croient encore en la nation. Alors justement, il y a une trentaine de députés manifestement qui pourraient former un groupe, les constructeurs à droite, pour accompagner, pour soutenir le chef de l'État dans sa volonté de réformer la France. Est-ce que vous lancez un appel aux autres députés, les Républicains,
dont certains sont sur peut-être une ligne plus dure, afin de peut-être former un groupe commun à l'Assemblée nationale. C'est la ligne Wauquiez qui pourrait... Non, d'une manière générale, nous tendons la main à tous les Français, et ça peut être éventuellement des élus, c'est vrai, qui sont écœurés de voir les Républicains. Mais vous pourriez vous allier, c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Vous vous alliez aujourd'hui ou pas avec... Vous êtes proche de la ligne de Laurent Wauquiez ou pas? Non, moi je ne me sens pas spécialement proche de Laurent Wauquiez lui-même, mais je fais le constat qu'il y a chez les Républicains à la fois énormément d'électeurs, dont beaucoup d'ailleurs ont voté pour Marine Le Pen le 7 mai, ou ont voté pour le Front National au deuxième tour des législatives il y a quelques jours, qui ne veulent pas d'immigration massive, veulent retrouver notre souveraineté nationale, veulent libérer l'économie française. Voilà, sur un certain nombre de sujets, ils sont en phase avec notre projet, beaucoup plus qu'avec celui d'Emmanuel Macron. Nous nous tendons la main à ces électeurs. Et s'il y a aussi parmi eux eh bien, des élus, eh bien, nous leur tendons la main. Mais il ne s'agit pas comment dire, de s'inscrire dans une logique politicienne d'accord avec les Républicains, alors que les Républicains aujourd'hui sont polyfracturés. On ne les a entendus quasiment que pour soutenir Emmanuel Macron à la présidentielle et même souvent au deuxième tour des législatives. Aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux, parce qu'elle mérite de clarifier le jeu politique, veulent rejoindre cette fracture à droite vous arrange dans cette recomposition politique, notamment à droite? Tout ce qui clarifie les enjeux de demain pour le pays, eh bien c'est une bonne chose. Et voir les Républicains éclater très clairement entre ceux qui voudraient voilà, mener une opposition déterminée avec des désaccords profonds avec Emmanuel Macron, si tant est qu'ils existent vraiment, et de l'autre côté, ceux qui le rejoignent sans condition. Voilà, je pense que tout ça mérite de la clarté, mais moi je pense surtout aux électeurs. Je pense surtout qu'il y a beaucoup d'électeurs de droite qui ont voté pour François Fillon à la présidentielle, qui espéraient une vraie alternance, une vraie alternative politique, et qui aujourd'hui se sentent totalement trahis. On savait que la droite au pouvoir trahissait ses idées, on sait maintenant qu'elle trahit aussi ses électeurs. Bon, Marine Le Pen, elle a affirmé qu'elle aimerait vouloir former un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Il y a 8 députés c'est insuffisant, il faut toucher la barre des 15. Ça va être difficile quand même, Florent Philippot d'ailleurs l'a admis. Hein. Oui, bien sûr, non, ça paraît difficile. Ça ne les empêchera pas d'ailleurs à 8 de constituer une opposition. Parce que la qualité, la pugnacité... Il y a moins de temps de parole, vous savez bien, quand on n'a pas, oui, c'est vrai, mais la qualité et hein. la pugnacité de l'opposition, elle ne se mesure pas uniquement au nombre de sièges que vous occupez au Palais Bourbon. Ça aide. Oui, ça aide certainement, mais pendant le quinquennat qui vient de s'écouler, nous n'avions que 2 représentants à l'Assemblée nationale. Ça ne nous a pas empêché de nous faire entendre, non seulement dans les débats parlementaires, mais dans le débat public d'une manière beaucoup plus générale. Donc c'est ce qu'on continuera à faire, et d'autant plus efficacement maintenant que nous avons 8 députés. Puis je tiens quand même à rappeler que si on n'en a que 8, et c'est évidemment pas conforme à notre poids électoral. C'est lié au scrutin. Et c'est évidemment le mode de scrutin majoritaire à 2 tours qui non seulement prive de représentation de façon très injuste différentes forces politiques, et nous sommes les premières victimes, mais de surcroît a eu comme conséquence d'inciter beaucoup de Français à ne pas se rendre aux urnes parce qu'ils ont le sentiment finalement que ça ne sert à rien. Bon, un mot du projet économique du Front National. Bernard Monod, le stratège économique du Front National, a admis le caractère répulsif du projet, de votre projet de sortie de l'euro, dont les Français ont été assez clairs, ne veulent pas, on l'a bien vu à la présidentielle. Pourquoi ne pas en prendre acte maintenant, ou dit autrement, quand est-ce que tout ça sera tranché une bonne fois pour toutes au Front National, savoir si on arrête avec cette lubie de la sortie de l'euro? D'abord, d'une manière générale, nous avons ouvert un peu un chantier de débat interne qui vont toucher aux questions... Il y avait un bureau politique hier, hein, oui, avec des groupes de travail qui ont été lancés. Exactement. Ils devraient remettre leur petite copie en juillet. Mais, oui, non, mais sérieusement, à quel moment... Non, mais c'est important. On va travailler à la fois sur les aspects d'organisation, le nom du mouvement, etc., mais aussi, bien sûr, sur le projet, sur la formulation du projet, sur la stratégie. Et sur le terrain, vous avez vu des électeurs qui vous ont dit « Tiens, il faut sortir de l'euro ». Vous avez vu ça, vous, en campagne? Non, j'en ai pas vu, très franchement. Et je pense même que sur cette question-là, indéniablement, les Français ne nous ont pas suivis du tout. Voilà, donc évidemment, il faudra en tenir compte. Quand est-ce que ça sera tranché? Marine Le Pen l'a d'ailleurs dit il y a quelques semaines. Elle a convenu évidemment que c'est une question sur laquelle nous n'avons pas convaincu. Donc voilà. Quand est-ce que ça sera tranché? Il faut réfléchir. Nous, ce que nous voulons, c'est défendre la souveraineté nationale d'une manière générale. Et c'est dans cet esprit-là qu'on veut renégocier les traités européens. Mais force est de constater que voilà, les Français ont eu l'occasion avec l'élection présidentielle de s'exprimer sur cette question. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Hubert Collard. Et ils sont en désaccord avec cette proposition-là. Ils sont en accord, je pense, avec beaucoup d'autres propositions. Mais à quel moment vous retirez ça? Quand on demande, par exemple, de freiner l'immigration massive, je pense qu'il y a une majorité de Français qui est d'accord. Quand on demande de retrouver notre souveraineté nationale et que tout ne soit pas décidé à Bruxelles, il y a une majorité de Français qui sont d'accord. Mais sur cette question de l'euro, indéniablement, on n'a pas convaincu. Alors quand est-ce que ça, je la repose 10 fois, ça sera tranché? On est en direct. À quel moment ça sera tranché? D'abord, écoutez, dans les mois qui
viennent, on va débattre de ces questions et on prendra évidemment une décision, sans doute à échéance de notre congrès national qui se tiendra en février-mars 2018. D'accord, et c'est à ce moment-là qu'on verra si on retire du projet économique du Front National la sortie de l'euro. À titre personnel, vous êtes pour ? Non, moi, je pense que, en effet, c'est une question qui est très anxiogène et je pense que, d'une manière générale, on peut défendre notre projet économique, patriotisme économique, État protecteur, baisse de la fiscalité, baisse des charges, avant d'évoquer ces questions monétaires. Voilà. Indéniablement, l'euro, aujourd'hui, sous sa forme actuelle, dessert nos intérêts, dessert les intérêts de la France. C'est pas pour autant qu'il faut en sortir. Euro, mais effectivement, la question, c'est de savoir s'il faut en sortir ou s'il ne faut pas faire évoluer ce dispositif. Donc, vous, à titre personnel, vous êtes pour la fin de la sortie de l'euro, ça devient compliqué. Je serais partisan, en tout cas, d'une évolution, disons, d'une manière générale. Une évolution, mais pas la sur fin de la cette sortie question. de l'euro. Voilà, je pense que le système monétaire actuel fonctionne mal, donc il faut le réformer. Mais c'est toujours un peu ambigu, on n'est toujours pas clair la position au Front National. C'est aussi parce qu'on est, écoutez, on est au lendemain des élections, on a un peu de temps devant nous, pour le coup, les élections suivantes sont dans longtemps. Et donc, voilà, ça nécessite un travail collectif, un débat interne. Et voilà, moi, je participerai à ce débat interne, mais je ne veux pas d'emblée faire des propositions tranchées sur cette question. Mais vous y participerez dans le sens de la suppression de la sortie de l'euro. On a bien compris. Il a du mal à le dire. Hein. Bon. Donc, en gros, après l'échec de la présidentielle et des législatives, ou le succès relatif aux législatives, on a compris que c'est le temps de l'introspection. Bruno Maigret, vous connaissez Bruno Maigret, vous avez travaillé avec lui. Il a dans le Figaro du jour cette phrase « Le non Le Pen reste un point de blocage dans la conquête du pouvoir ». Propos signé Bruno Maigret, ancien compagnon de route de Jean-Marie Le Pen, avec qui vous avez travaillé. Il y a un problème avec ce patronyme Le Pen ? Non, pas du tout. Je ne crois pas. Marine Le Pen a rassemblé près de 11 millions de suffrages le 7 mai. C'est un record historique, un niveau jamais atteint par notre mouvement. Il y en a qui ont été déçus, qui ont espéré qu'elle obtienne encore plus. Mais c'est indéniablement un succès, donc je ne crois pas du tout. Jean-Marie Le Pen ne fait plus partie du Front National. Ça fait près de 2 ans qu'il n'en fait plus partie. Voilà, et je crois que Marine Le Pen a mené une stratégie à la tête du mouvement qui nous a permis de connaître un essor, un développement assez spectaculaire. Voilà, il nous appartient maintenant de construire l'étape d'après. L'étape d'après, c'est d'être l'opposition solide aujourd'hui pour être au pouvoir demain, c'est-à-dire de se donner les moyens en termes de projet, en termes d'organisation, pour être plus rassembleur, plus attractif encore pour les combats électoraux futurs. Elle est toujours légitime, Marine Le Pen, après ce débat raté d'entre-deux tours pour vous? Oui, elle est à la tête du Front National. Non seulement elle a une légitimité, mais je dirais même que le simple fait qu'elle fasse cette démarche d'humilité, de reconnaître un débat raté, c'est assez rare en politique. Hein. Ils n'ont jamais de remords. Ils échouent dans tous les domaines, le chômage explose, ils mettent des familles sur le carreau, c'est pas de la com, elle le pense etc. vraiment. Et jamais ils expriment le moindre regret. Marine Le Pen a cette humilité, voilà, de reconnaître qu'un débat était raté. C'est un débat important, mais ça n'est qu'un débat. Ah oui, hein. Débat suprême. Voilà, je pense que c'est plutôt à mettre à son crédit. Et dit autrement, est-ce que le FN gagnerait pas à ne plus être une histoire de famille? Mais ce n'est pas une histoire de famille. Le Front National, c'est aujourd'hui 2000 élus locaux, des fédérations départementales partout, des équipes, des sections dans les circonscriptions, dans les communes. C'est beaucoup de cadres, des parlementaires européens, des parlementaires nationaux. Voilà, le Front National est une organisation politique solide. Voilà, évidemment, ces caricatures ne sont pas fondées. Bon. Est-ce qu'on peut imaginer un jour quelqu'un d'autre qu'un membre de la famille Le Pen à la tête du Front National? C'est un truc qu'on peut imaginer? Sans doute, bien sûr, dans l'avenir, évidemment. L'avenir proche? Non, non, écoutez, encore une fois, moi je crois qu'on va avoir des débats internes importants, mais je pense que la légitimité de Marine Le Pen n'est pas du tout en jeu. Bon, voilà, merci à vous, merci pour ces commentaires et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nicolas Bay donc était votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview. Merci.